Il y a une phase dont personne ne parle vraiment. Une phase étrange, inconfortable, silencieuse. Une phase où tu ne te reconnais plus totalement dans les autres, sans pour autant te sentir complètement aligné avec toi-même. Tu n'es pas seul, mais tu te sens seul. Pas parce que tu manques de gens autour de toi, mais parce que quelque chose en toi ne résonne plus avec ce qui t'entourait avant. Et cette solitude-là fait peur, parce qu'elle ne ressemble pas à une simple absence. Elle ressemble à une mise à distance, à un retrait intérieur, à une pause imposée que tu n'as pas demandée. Alors tu te poses des questions, tu doutes, tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi, pourquoi tu n'as plus envie de certaines conversations, pourquoi certaines relations te fatiguent plus qu'elles ne te nourrissent, pourquoi tu préfères parfois être seul plutôt que mal accompagné. Et personne ne t'explique que ce que tu vis n'est pas un problème. C'est une phase que presque tous ceux qui évoluent vraiment traversent un jour. Mais comme elle ne se voit pas, comme elle ne se montre pas sur les réseaux, comme elle ne se raconte pas en phrases simples, elle est souvent mal interprétée. On t'a peut-être dit que tu t'isolais trop, que tu devenais distant, que tu changeais, et ils ont raison sur un point. Tu changes, mais pas dans le sens qu'ils imaginent. Cette solitude que tu ressens n'est pas un échec relationnel, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, c'est un espace entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Et cet espace est inconfortable, parce qu'il t'oblige à te regarder sans distraction, sans masque, sans bruit. Tu n'as plus les autres pour te définir, plus leurs attentes pour te guider, plus leurs projections pour t'indiquer qui tu devrais être. Il ne reste que toi, et ce face-à-face est exigeant, parce qu'il révèle tout ce que tu avais repoussé, tes vraies envies, tes limites, tes blessures non réglées, tes besoins longtemps ignorés. La solitude devient alors un miroir que beaucoup fuient. Mais ceux qui acceptent de rester dans cette phase, sans la remplir artificiellement, sans retourner dans des relations par peur du vide, sans se trahir pour ne pas être seul, ceux-là se préparent à quelque chose de beaucoup plus grand. Cette vidéo n'est pas là pour te dire que la solitude est facile. Elle ne l'est pas. Elle est là pour te montrer pourquoi elle est nécessaire, pourquoi elle arrive maintenant, et pourquoi, si tu la traverses consciemment, elle peut devenir l'une des périodes les plus structurantes de ta vie. Parce que ce n'est pas quand tu es entouré que tu te construis vraiment. C'est quand tu es seul et que tu choisis de ne pas fuir. La solitude n'arrive jamais par hasard. Elle n'est pas une erreur de parcours. Elle ne surgit pas parce que tu aurais fait quelque chose de mal. Elle apparaît presque toujours après une prise de conscience. Avant elle, il y a eu un décalage, un léger malaise, une sensation diffuse que quelque chose ne collait plus. Tu continuais à parler aux mêmes personnes, à fréquenter les mêmes cercles, à répéter les mêmes conversations. Mais intérieurement, tu n'y étais plus vraiment. Tu écoutais, mais sans raisonner. Tu répondais, mais sans t'impliquer. Tu souriais, mais sans te reconnaître. Et ce décalage-là est le premier signal. Parce qu'il marque la fin d'une ancienne version de toi. Pas une version mauvaise, pas une version honteuse. Une version simplement arrivée au bout de ce qu'elle pouvait t'offrir. Beaucoup ignorent ce signal. Ils forcent, ils s'adaptent encore un peu, ils rationalisent, ils se disent que c'est normal, que ça va passer, que c'est juste une phase de fatigue. Mais chez certains, ce malaise s'approfondit, il devient plus clair, plus précis. Tu commences à ressentir que certaines relations existent, surtout par habitude, que certains liens tiennent plus par la peur de la solitude que par une vraie connexion, que certaines discussions ne nourrissent plus rien en toi. Et cette lucidité est dérangeante, parce qu'elle t'oblige à admettre une chose difficile. Tu as changé intérieurement, mais ton environnement, lui, est resté le même. C'est ici que la solitude commence à se former, pas parce que les autres disparaissent immédiatement, mais parce que toi, tu te retires un peu, tu parles moins, tu expliques moins, tu ressens moins le besoin de participer, non pas par supériorité, mais par cohérence intérieure. Ton énergie ne va plus vers ce qui te vide, et ce retrait progressif crée un vide, un espace que tu n'avais jamais vraiment connu avant. Au début, tu essaies de le remplir. Tu cherches de nouvelles distractions, de nouvelles personnes, de nouvelles activités, mais rien ne fonctionne comme avant, parce que cette solitude n'est pas là pour être comblée. Elle est là pour être vécue. Elle te force à ralentir, à rester avec toi-même,
à entendre ce que tu avais étouffé sous le bruit social. Et c'est pour ça qu'elle fait peur. Parce qu'elle enlève les béquilles. Les autres n'étant plus là pour te refléter, tu te retrouves face à toi sans intermédiaire, sans rôle, sans masque, sans validation. Tu ne peux plus te définir par ce que tu fais pour les autres, ni par la place que tu occupes dans un groupe. Il ne reste que ton ressenti brut. Et ce ressenti est souvent confus. Tu te demandes si tu es en train de t'isoler trop, si tu ne deviens pas froid, si tu ne te coupes pas du monde. Mais la vérité est plus subtile. Tu n'es pas en train de fuir les autres. Tu es en train de te rapprocher de toi-même. Et ce rapprochement demande un espace que le bruit permanent ne permet pas. La solitude agit alors comme une chambre de décompression. Tout ce que tu n'as jamais vraiment ressenti remonte. Les émotions mises de côté, les blessures non reconnues, les envies longtemps repoussées. Tu réalises ce que tu faisais par peur, ce que tu acceptais par besoin d'appartenance, ce que tu tolérais pour ne pas être seul. Et cette réalisation est inconfortable, parce qu'elle t'oblige à faire le deuil de certaines illusions. L'illusion que certaines personnes resteraient toujours. L'illusion que certaines dynamiques pouvaient évoluer. L'illusion que tu pouvais continuer à te réduire sans conséquence. La solitude t'oblige à voir clair. Et voir clair, ce n'est jamais agréable au début. C'est pour ça que beaucoup abandonnent ici. Ils confondent cette phase avec une dépression, avec un échec social, avec une régression. Alors ils reviennent en arrière. Ils reprennent d'anciennes relations. Ils réintègrent des environnements qui ne leur correspondent plus. Ils étouffent à nouveau leur intuition pour ne pas rester seuls. Et sur le moment, ça soulage. Mais quelque chose en eux se ferme. Parce qu'une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Ceux qui tiennent, eux, acceptent de rester dans cet entre-deux. Ils acceptent de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas savoir encore où ils vont, de traverser une période sans repère clair. Ils comprennent que cette solitude n'est pas une destination, mais un passage où se redéfinit ton identité. Tu n'es plus ce que les autres attendent, mais tu n'es pas encore totalement ce que tu deviens. Et cet espace intermédiaire est fragile. C'est là que se forgent les bases de ta prochaine stabilité. Tu apprends à t'écouter sans filtre, à respecter ton rythme, à ne plus combler le vide par peur. Tu apprends à être seul sans te sentir abandonné. Et cette compétence est rare, parce qu'elle demande du courage intérieur, une honnêteté radicale avec soi-même, et une patience que peu acceptent d'avoir. Mais ceux qui traversent cette phase consciemment ne ressortent jamais comme avant. Ils deviennent plus ancrés, plus clairs, moins dépendants. Leur présence change, et ce changement commence ici, dans cette solitude que le monde ne comprend pas, mais qui prépare silencieusement une version de toi beaucoup plus alignée, beaucoup plus solide et beaucoup plus libre. À partir d'un certain point, la solitude cesse d'être subie. Elle devient choisie, pas choisie par confort, choisie par nécessité intérieure. Tu ne fuis plus les autres, tu te retires de ce qui n'est plus aligné. La nuance est immense, parce que fuir, c'est réagir, se retirer, c'est décider. Et ce passage de la réaction à la décision marque une étape invisible, mais déterminante. Tu commences à sentir que rester seul ne te fait plus peur comme avant, que le silence n'est plus un vide à remplir, mais un espace à habiter. Au début, c'est étrange. Tu te surprends à apprécier des moments que tu évitais autrefois. Le calme, la lenteur, l'absence de stimulation constante. Tu observes tes pensées sans chercher immédiatement à les corriger. Tu laisses les émotions passer sans les dramatiser. Tu apprends à rester présent sans te disperser. Et peu à peu, quelque chose se stabilise en toi. Cette stabilité ne vient pas d'une réponse trouvée. Elle vient d'une relation nouvelle avec toi-même. Tu n'as plus besoin de remplir chaque instant pour te sentir exister. Tu n'as plus besoin de parler pour prouver ta présence. Tu existes même quand tu ne fais rien. Et c'est là que la solitude devient consciente. Consciente parce que tu sais pourquoi tu es seul. Consciente parce que tu comprends ce que cet espace t'apporte. Consciente parce que tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver de ce face-à-face. Cette solitude t'apprend à te réguler. Avant, ton équilibre dépendait beaucoup des autres, de leurs réponses, de leur disponibilité, de leur regard. Aujourd'hui, ton centre se déplace. Tu ressens encore les choses. Tu es toujours sensible, mais tu n'es plus ballotté. Tu observes une émotion sans t'y perdre. Tu traverses une pensée sans t'y accrocher.
Tu deviens intérieur. Et ce mouvement intérieur modifie quelque chose de très subtil. Ton énergie. Tu ne fais rien de spécial. Tu ne changes pas ton apparence. Tu ne parles pas davantage. Mais ta présence devient différente. Moins tendue, moins demandeuse, plus posée. Les autres commencent à le ressentir sans pouvoir l'expliquer. Ils sentent que tu n'attends rien d'eux, que tu ne cherches plus à être validé, que tu n'es plus en quête de reconnaissance. Et cette absence de besoin crée une forme de gravité, parce que ce qui ne demande rien attire. Tu deviens plus difficile à lire, plus difficile à manipuler, plus difficile à atteindre. Non pas parce que tu te fermes, mais parce que tu es centré. La solitude consciente agit comme un ancrage. Elle te permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui mérite ton énergie de ce qui la consomme. Tu commences à dire non intérieurement, avant même de devoir le dire à voix haute. Tu n'acceptes plus par automatisme, tu ne réponds plus par obligation, tu ne t'engages plus par peur de décevoir. Et cette cohérence intérieure simplifie tout. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin d'expliquer longuement, tu n'as plus besoin de te défendre. Ton calme parle pour toi. C'est ici que beaucoup de personnes autour de toi se sentent déstabilisées. Elles ne savent plus où te placer. Elles ne savent plus comment te définir. Tu n'es plus celui qui cherche, mais tu n'es pas non plus celui qui domine. Tu es simplement présent. Et cette présence impose le respect sans l'exiger, parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. La solitude consciente te permet aussi de réévaluer tes relations avec lucidité. Tu te rends compte que certaines personnes te plaisaient surtout parce qu'elles comblaient un vide, que certaines dynamiques reposaient sur une dépendance mutuelle, que certaines conversations n'étaient que des distractions déguisées. Tu ne juges pas, tu constates. Et cette capacité à constater sans accuser est une maturité rare. Tu comprends que chacun fait de son mieux avec ce qu'il est, mais tu comprends aussi que tout le monde n'est pas censé t'accompagner plus loin. La solitude consciente t'enseigne le discernement. Tu ne t'attaches plus par manque, tu ne t'éloignes plus par colère, tu choisis par alignement. Et ce choix intérieur te libère d'une immense pression. La pression d'être compris, la pression d'être apprécié, la pression d'être constamment disponible. Tu réalises que tu peux être en lien sans te perdre, que tu peux aimer sans te sacrifier, que tu peux être présent sans t'oublier. Cette solitude n'est pas une rupture avec le monde, c'est une réorganisation intérieure. Tu remets chaque chose à sa place. Les autres ne sont plus ton centre. Ils deviennent des compagnons de route potentiels. Ton centre désormais, c'est toi. Et ce recentrage change tout. Même ton rapport au temps se transforme. Tu n'es plus pressé. Tu ne te compares plus au temps. Tu ne cours plus après des validations immédiates. Tu avances à ton rythme. Et ce rythme lent, stable, constant, est souvent mal compris dans un monde qui valorise la vitesse. Mais tu sais que ce qui se construit lentement tient plus longtemps. La solitude consciente te permet enfin de réconcilier ton monde intérieur et ton monde extérieur. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour t'intégrer. Tu n'as plus besoin de te réduire pour appartenir. Tu t'autorises à être tel que tu es, même si cela signifie être moins entouré. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les bonnes connexions commencent à apparaître. Pas en masse, pas bruyamment, mais avec justesse. Des relations plus simples, plus calmes, plus vraies. Parce qu'elles ne sont plus fondées sur le manque, mais sur la reconnaissance mutuelle. La solitude consciente ne te coupe pas de l'amour. Elle t'apprend à le vivre sans dépendance. Elle te prépare à des liens plus sains, à une présence plus authentique, à une vie intérieure stable, même quand l'extérieur est incertain. Et ce travail silencieux que tu fais maintenant, sans applaudissements, sans témoins, sans validation, est en train de poser des bases solides, des bases qui te permettront d'être avec les autres sans te perdre et seul sans te sentir vide. C'est ici que ta solitude cesse d'être une épreuve et devient une force tranquille. Il arrive un moment où ce travail intérieur cesse d'être invisible, pas parce que tu l'annonces, pas parce que tu le montres, mais parce que ton énergie ne correspond plus à ce que les autres attendaient de toi. Tu n'as rien changé volontairement, tu n'as pas décidé d'impressionner, tu n'as pas cherché à te rendre différent. Et pourtant, quelque chose ne passe plus inaperçu. Les gens commencent à réagir autrement à ta présence. Certains deviennent plus prudents, d'autres plus curieux, d'autres encore inexplicablement mal à l'aise. Tu n'as rien dit,
mais tu as cessé de donner des signaux de disponibilité émotionnelle permanente. Avant, ton regard cherchait une réponse. Ton attitude attendait un retour. Ton silence appelait parfois une reconnaissance. Aujourd'hui, ton regard est posé. Ton silence est plein. Et ton attitude ne demande rien. Cette absence de demande crée un déséquilibre subtil. Parce que beaucoup de relations reposaient sur ce que tu offrais sans le savoir. Ton écoute constante, ta patience infinie, ta capacité à comprendre même l'injustifiable. Quand tu changes intérieurement, ces dynamiques se dérèglent. Certaines personnes sentent qu'elles ne peuvent plus prendre la même place, qu'elles ne peuvent plus se décharger émotionnellement sur toi, qu'elles ne peuvent plus te provoquer pour exister. Et ce changement les confronte à elles-mêmes. Elles doivent alors choisir, s'ajuster à la nouvelle version de toi ou s'éloigner. C'est souvent ici que les premières distances apparaissent, pas dans le conflit, pas dans la colère, mais dans une forme de retrait mutuel. Les conversations deviennent plus superficielles, les échanges plus espacés, les liens moins évidents, et tu pourrais interpréter cela comme une perte. Mais en réalité, c'est un rééquilibrage. Tu ne perds pas des relations. Tu perds des dynamiques qui ne pouvaient exister que tant que tu te réduisais. Ce que tu ressens à ce moment-là est complexe. Il y a parfois une tristesse silencieuse, un sentiment de décalage, une nostalgie pour ce qui était familier. Mais il y a aussi une paix nouvelle, parce que tu n'as plus besoin de forcer pour être accepté. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es devenu. Tu existes simplement. Et cette existence tranquille agit comme un filtre naturel. Les personnes qui te percevaient à travers leurs attentes commencent à se détacher. Celles qui te reconnaissent pour ce que tu es réellement restent ou apparaissent. Ce tri ne se fait pas dans le bruit, il se fait dans le silence. Tu remarques que certains messages arrivent moins souvent, que certaines invitations disparaissent, que certaines présences s'estompent sans explication. Et au lieu de paniquer, tu observes. Tu observes ce que cela te fait, tu observes ce que cela libère, tu réalises que tu respires mieux, que tu te sens plus aligné, que ton espace intérieur est plus clair. Tu n'es pas devenu indifférent, tu es devenu stable. Et cette stabilité modifie profondément la façon dont les autres te perçoivent. Même ceux qui restent ressentent un changement. Ils te parlent autrement, ils te testent moins, ils te respectent davantage, parfois sans savoir pourquoi. Parce que ton énergie n'est plus dispersée, elle n'est plus fragmentée par le besoin d'être validée. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la présence, et la présence calme impose une forme de respect silencieux. C'est aussi à ce moment que certaines personnes projettent sur toi. Elles peuvent dire que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu n'es plus comme avant. Et elles ont raison. Tu n'es plus celui qui se définissait par leurs réactions. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que ce changement ne vient pas d'une fermeture. Il vient d'un recentrage. Tu n'as pas mis de mur. Tu as posé des limites intérieures. Et les limites intérieures n'ont pas besoin d'être expliquées pour être ressenties. Plus tu t'ancres dans cette nouvelle posture, moins tu ressens le besoin de contrôler la perception que les autres ont de toi. Tu les laisses penser ce qu'ils veulent, parce que tu sais désormais que l'opinion des autres en dit souvent plus sur eux que sur toi. Cette liberté intérieure est précieuse. Elle te permet de traverser les incompréhensions sans te justifier, les distances sans te sentir rejeté, les changements sans te sentir coupable. Tu comprends que tout le monde ne peut pas accompagner une transformation profonde, non pas par manque d'amour, mais par manque de résonance. Et cette compréhension te rend plus doux. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à retenir. Tu laisses partir ce qui doit partir. Et dans cet espace libéré, quelque chose de nouveau se prépare. Pas encore visible, pas encore formé, mais solide. Parce que ce que tu construis maintenant repose sur une base claire. Tu sais qui tu es quand personne ne te regarde. Et cette connaissance change définitivement ta manière d'être au monde. Elle marque la fin d'une dépendance invisible et le début d'une présence authentique. C'est à ce stade précis que le chemin devient réellement exigeant. Pas parce qu'il est douloureux, mais parce qu'il est silencieux. Tu as déjà parcouru beaucoup de distance intérieure. Tu n'es plus la personne que tu étais. Mais tu n'es pas encore totalement installé dans ce que tu deviens. Et cet entre-deux est fragile, parce qu'il n'offre pas encore de récompense visible, pas de reconnaissance claire, pas de validation extérieure,
Pas de certitude rassurante, seulement un calme étrange, et parfois un doute subtil. Tu te surprends à repenser au passé, pas par nostalgie réelle, mais par fatigue. Tu te demandes si ce n'était pas plus simple avant, quand tu expliquais plus, quand tu t'adaptais davantage, quand tu étais plus disponible. À ce moment-là, le retour en arrière commence à te murmurer. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il suggère. Il te rappelle les anciennes habitudes, les anciennes relations, les anciens rôles que tu savais jouer sans réfléchir. Il te dit que tu pourrais réintégrer certains cercles, répondre à certains messages, reprendre certaines dynamiques, pas parce que tu en as vraiment envie, mais parce que tu sais comment faire. Le connu rassure toujours plus que l'inconnu, et cette tentation est normale. Elle ne signifie pas que tu as fait fausse route. Elle signifie que tu arrives à un seuil où ton identité commence à se consolider, car plus tu avances, plus le retour devient coûteux. Retourner en arrière ne serait plus un simple ajustement. Ce serait une trahison intérieure. Tu le sais. C'est pour ça que même quand l'idée te traverse, quelque chose en toi résiste. Ton corps se tend légèrement. Ton énergie se contracte. Ton intuition te signale une incohérence. Parce que tu as goûté à quelque chose que tu ne peux plus ignorer. La paix intérieure, même imparfaite, même fragile. Cette paix-là n'existait pas avant. Avant, tu étais entouré, mais dispersé. Présent, mais fragmenté. Actif, mais dépendant. Aujourd'hui, tu es peut-être plus seul, mais tu es entier. Et ce contraste est irréversible. Tu réalises que revenir vers certaines personnes te demanderait de te réduire à nouveau, de lisser certaines parties de toi, de taire certaines vérités. Et ton corps refuse. Il refuse parce qu'il a compris. Ce seuil marque un changement profond. Tu ne fais plus des choix pour éviter la solitude. Tu fais des choix pour préserver ton alignement. Et cet alignement devient plus important que le confort immédiat. C'est ici que beaucoup hésitent. Ils oscillent, ils avancent, puis reculent. Ils testent, ils doutent. Et ce va-et-vient est épuisant. Parce qu'il consomme énormément d'énergie intérieure. Chaque fois que tu envisages de revenir en arrière, tu ressens une tension. Chaque fois que tu choisis de rester aligné, tu ressens un apaisement discret. Ces signaux sont clairs. Ton système intérieur sait ce qui est juste pour toi. Mais suivre ce signal demande du courage. Pas un courage spectaculaire, un courage silencieux. Ce que tu as traversé ne faisait pas de bruit, mais il t'a construit. Et ce que tu incarnes maintenant n'a pas besoin d'être expliqué. Il se ressent.